Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Mararibia pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Et voilà, il est 19 heures passé de 4 minutes en Algérie, 20h04 en France. Le bon vivre, le bien-être, nous allons en parler ce soir. C'est ce qu'il y a certainement de mieux qu'un politique, qu'un pouvoir, qu'un régime censé prendre soin de ses citoyens, de ses citoyennes. Nous allons revenir sur la situation du bien-être et du bon vivre en Algérie avec ce classement. Et oui, un classement puisqu'en 2023 et 2024, l'Algérie était classée donc 171e sur 173. Et en 2022, sachez que l'Algérie était classée 169e, toujours par le magazine très reconnu, renommé, donc The Economist. Et puis en 2017, 134. Vous l'avez compris, c'est la dégringolade. Et pour parler de classement, malheureusement, puis l'Algérie les accumule, puisqu'il y a aussi celui de RSF. Au niveau de la presse, malheureusement, c'est pas mieux. Donc nous allons essayer de comprendre et de revenir sur ce classement d'abord avec plusieurs critères, la stabilité, le niveau de criminalité et de conflit, les soins de santé aussi, on y reviendra quand on sait que le président algérien se soigne à l'étranger. On l'a vu encore dernièrement, d'ailleurs de tout temps, les chefs d'État, les ministres, beaucoup de généraux se soignent à l'étranger. Donc vous avez compris que le peuple est plutôt mal loti. Les facteurs environnementaux, bien évidemment, et culturels, le climat, la corruption, la restriction sociale et religieuse, les établissements culturels et sportifs, commerce et services. Voici aussi les éléments de critères. Bien évidemment, l'avenir, c'est l'éducation, accessibilité et qualité des établissements publics et privés. Là aussi, on a un pouvoir algérien, Abdelmadjid Tebboune. Même 5 ans après, on va en parler de ce bilan, puisque comment arrive-t-il chaque année aussi à tourner dans les mêmes places, le podium de fin, vous l'avez compris, alors que c'est un président tout de même qui vient d'annoncer des réalisations, un pays émergent, un PIB qui va quasiment doubler d'ici quelques semaines. Donc on va essayer effectivement de faire le parallélisme entre tous ces classements qui malheureusement se succèdent et se ressemblent. Et puis les infrastructures, malheureusement, quand on est en Algérie, on sait qu'il y a un simple voyage et tout un projet, Alger-Oran, Boumerdès, Alger par exemple, Béjaïa ou Tizi Ouzou, encore Sidi Bel Abbès vers la capitale. C'est un projet, et là je vous parle vraiment que de grandes villes, mais imaginez-vous lorsque vous êtes dans un petit village, et vous avez le droit, puisque les villages en Algérie sont magnifiques, mais sachez que vraiment parfois pour faire serait-ce que 20 km, il faut compter 2-3 heures lorsqu'il n'y a pas de problème. Voilà, les transports publics, l'eau, le logement. L'eau, quand on sait qu'Abdelmadjid Tebboune a demandé au Conseil des ministres il y a quelques jours de régler le problème d'eau à Tiaret en l'espace de quelques heures, 48 heures, vous avez compris que c'est un problème aussi. Et puis, il n'y a pas besoin de classement, vous me direz, puisque malheureusement, les citernes sont en train de pousser comme des champignons sur les façades des immeubles. Alors, pour en parler ce soir à Paris, Elias Djebaili, bonsoir, analyste politique, vous êtes ingénieur en économie. Bonsoir, Elias. Bonsoir, Chaben, merci pour l'invitation. Et je salue l'équipe El Mararibia et aussi vos pour l'invitation. Merci. Merci à Paris aussi. Omar Et Mortar, bonsoir, militant politique, candidat à la présidentielle de 2024. Bonsoir, Omar Et Mortar. Bonsoir, Chaban. À partir de ce soir, je me retire de cette course, de cette mascarade électorale. Je ne suis plus candidat. Je m'expliquerai à partir de demain dans une vidéo où je dirai pourquoi je me suis présenté à la candidature et pourquoi je me retire. Bonsoir à tous les auditeurs de Mararibia, bonsoir à tes invités. Merci d'être avec nous. Alors, on devrait avoir normalement, on espère pouvoir la joindre, Jamila et Raroussen dans quelques instants. Avocat. Et on devrait, alors il était présent hier, mais exceptionnellement, on le reçoit ce soir juste pour quelques minutes. Asdine Toumi est avec nous. Asdine Toumi, bonsoir. Bonsoir, cher ami Chaban. Bonsoir à tes invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci d'être là, Asdine Toumi. Juste peut-être, il était important d'avoir bien sûr l'Algérie ce soir. Vous faites partie aussi des quelques invités qui sont présents. On a un bilan
assez noir, j'ai envie de dire, hein, du président algérien, la gestion de la Covid, les feux, les haragas, la politique, c'est difficile, les libertés, on peut en citer plein, comme ça, les inondations, les problèmes d'eau. Bien sûr, les scrutins sont boycottés à chaque fois, donc ça prouve aussi que les Algériens ont un souci avec ce pouvoir, des problèmes aussi, une diplomatie qui navigue à vue et qui a été très instable. Quand vous voyez ces classements se succéder, hein, je le disais, 2023 et 2024, c'est 171 sur 173. En 2017, on est à 134 et puis en 2022, 169. J'aurais pu faire toutes les années, mais on va s'arrêter là. Azim Toumi, ce classement, il vous surprend ou c'est ce que vivent les Algériens et les Algériennes? Alors, pas du tout, parce que celui qui vit dans la capitale et dans d'autres villes du pays voit clairement que entre la réalité, entre ce quotidien que vit le citoyen algérien et le discours officiel du régime, ben, il y a un décalage énorme. D'abord, un décalage dans le temps et dans l'espace. Et puis, ce genre de classement et ce quotidien amer viennent à chaque fois rappeler que le discours des responsables n'est que mensonge et propagande. Et quand vous avez un régime qui est incapable d'assurer l'eau courante au quotidien à la population de la capitale, ne serait-ce qu'à la capitale, et incapable de construire en l'espace de décennies un hôpital qui puisse accueillir un chef de l'État, tout en sachant que la majorité des chefs de l'État qui a connu l'Algérie depuis l'indépendance se sont soignés à l'étranger. Et aucun d'eux n'est arrivé à construire ne serait-ce qu'un seul hôpital digne de son nom pour recevoir le chef de l'État, parce qu'il y va aussi de la souveraineté nationale. Quand on parle de souveraineté, et il se doit que le chef de l'État se soigne dans son pays normalement. Donc aujourd'hui, quand vous avez un régime qui a échoué sur le plan économique, dans la gestion du pays de manière générale, donc il ne peut pas aujourd'hui vous construire ou vous développer une capitale. Donc il y a ce décalage aussi dans ce quotidien même, parce que à Alger, il y a des quartiers où vivent ces responsables et leurs familles, où passent les convois et les convois officiels des responsables ou des représentations diplomatiques ou les chefs d'État qui viennent en Algérie. Il y a ces quartiers comme Club des Pins où vivent ces responsables. Là, on voit tout est nickel, c'est propre, ils ont l'eau, ils ont l'électricité, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas... Donc tout va bien, c'est organisé. Et puis, il y a ces quartiers populaires. Dès qu'on s'éloigne un petit peu, en fait, de ces axes ou de ces quartiers où vivent les responsables, on constate l'anarchie là. Donc, il y a des décharges partout dans les quartiers, les moustiques, il y a un manque d'eau, il y a des marchés donc à la longueur de la journée devant les bâtiments, entre les bâtiments, et quand il y a les occasions comme l'Aïd, etc., on va la vendre des moutons. Donc tout ça, ce climat-là, et ajouter à ça donc un manque de transport flagrant dans la capitale avec les trafics et tout, donc ça génère un énorme stress. Et dans la restauration, les cafés, il y a parfois un problème d'hygiène, problème de disponibilité. Donc tout ça, tous ceux qui visitent Alger, tous ceux qui vivent à Alger, ils connaissent cette réalité. Et pour aller un peu plus loin, donc la question des libertés qui est quand même importante,
et la liberté de la presse. Donc, on voit aujourd'hui, il n'y a plus de presse indépendante qui puisse critiquer, qui puisse ramener de la critique, ramener, faire émerger cette réalité amère pour que les choses aillent pour le mieux. Et vous savez qu'à la capitale, il y a des communes, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma. Même s'il y a un théâtre, mais il est juste comme ça, c'est un bâtiment qui a abandonné. Donc, la capitale, Alger aujourd'hui, c'est un désert culturel. C'est un désert dans les cinémas, la culture, l'art, etc. L'art et la culture se résument à des galas de fêtes, de danse, de chants, etc. Il n'y a pas que ça. Donc, quand vous avez tout ça, automatiquement, vous ne pouvez pas être parmi les meilleures villes. C'est automatiquement, vous serez dans l'arrière du peloton. Et puis, vous l'avez bien rappelé, il n'y a pas que ça. Même sur la liberté de la presse, dans la santé, ça fait déjà des décennies que l'Algérie est toujours à l'arrière des classements et on voit sur le terrain, rien n'a été fait pour améliorer la situation, pour ramener et la capitale et le reste du pays vers le développement, le soutirer à ce sous-développement qui est devenu un vrai challenge et on voit un régime qui est dans le déni, dans le mensonge, dans la propagande. Il fait tout avec ses organes de presse, avec sa presse mercenaire, ses chaînes de télévision qui se sont soumises au diktat de ce régime et de ce pouvoir, donc de créer une image fausse de l'Algérie, une image d'Algérie nouvelle, mais qui est complètement mensongère. Et voilà, donc maintenant, jusqu'à quand on continue dans le mensonge, moi je pense les causes de ces dégâts, de ce désastre. Je rappelle que l'Algérie est 171 et juste derrière, on a Tripoli et Damas, la Syrie et la Libye qui sont en pays qui sortent de guerre, qui sont en guerre, etc. Selon vous, en deux petites minutes, c'est quoi les raisons? C'est ce système, c'est un pouvoir qui est toujours dans le déni parce que l'Algérie est un pays riche tout de même. Il y a des forces humaines, des compétences humaines, des femmes, des hommes, des médecins et puis des richesses aussi naturelles. Bien sûr, il y a des hydrocarbures, il fait chaud, il y a la terre. C'est quoi? C'est le système aujourd'hui qui dure depuis des années, d'ailleurs, d'où le peuple a demandé à changer de système. Hein. Le régime qui fait tout pour dire que le problème en Algérie, c'est un problème du peuple, que il n'y a pas, c'est que le peuple n'est pas capable de se comporter comme un homme civilisé, comme un citoyen civilisé, propre, etc. Et le peuple algérien a apporté la preuve à plusieurs reprises que c'est pas vrai, que d'abord, quand il y a notre diaspora qui est en train de faire des exploits à l'étranger, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis, dans les universités, dans des postes de responsabilité, il s'intègre parfaitement. Et puis, à travers le Hirak, il a montré qu'il pouvait être, au contraire, bien au contraire, il avait donné une leçon à des pays démocratiques dans le pacifisme et dans le caractère pacifique, etc., et civilisé de ces manifestations, de ces revendications. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, il y a carrément un problème de gauche dans notre pays, parce que l'échec, il ne s'arrête pas là. L'échec, il est généralisé, et quand vous avez des responsables locaux ou pas uniquement locaux, donc tous les responsables qui sont là dans leur poste, qui sont dans la corruption et associés à de l'incompétence, donc forcément le résultat sera catastrophique. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin de se sortir d'abord des griffes de ce régime qui est en train, non seulement qui est en train incapable de trouver les solutions pour sortir le pays du sous-développement, mais bien au contraire, il constitue un élément de blocage. Si vous faites le calcul depuis 62 à aujourd'hui, qui est en train de bloquer le développement du pays? C'est le régime lui-même qui est en train de s'imposer par la force. Il ne veut pas aller vers l'ouverture, vers la démocratie, parce qu'il n'y a que l'ouverture, que la démocratie, que l'état de droit.
droit, qui puisse donner la chance à toutes ces forces et ces compétences dans le pays ou ailleurs de venir aider à sortir le pays de ce marasme. Merci. Merci Azin Toumi de nous avoir apporté quelques éléments sur le terrain. Bien évidemment, quand on parle de classement, il est important d'avoir le quotidien. Je voudrais qu'on écoute ici l'ancien Premier ministre qui revient. Azin Toumi vient d'en parler, hein, le déni. Un pays algérien qui est toujours dans un pouvoir algérien qui est toujours dans le déni, à réfuter les analystes, les observateurs, les penseurs, les chercheurs, les députés, les classements aussi, que ce soit en liberté de presse, en droits de l'homme ou encore en situation. On écoute l'ancien Premier ministre. بأن التصنيفات الدولية غالبا ما تضع الجزائر في مراتب لا تعكس مستوى التطور الحقيقي الذي تشهده بلادنا بقدر ما هي نتيجة لضعف تجاوب منظومة المعلومات مع متطلبات المؤشرات التي تبنى عليها هذه التصنيفات مما يؤدي بهذه الهيئات إلى اللجوء إلى تقديرات لا تعكس الحقيقة وبالتالي تؤثر سلبا على تصنيف الجزائر على المستوى الدولي. Lies Djebali est avec nous aussi. Dans quelques instants, on entendra Omar Aït Mokhtar. Lies Djebali, quand une nouvelle fois, hein, c'était le même l'année dernière, en 2017, c'était un petit peu mieux, mais c'était aussi catastrophique, 134 tout de même, et puis en 2022, 169, et là ça dégringole, peut-être que l'année prochaine, l'Algérie sera à 173, c'est dommage, bien évidemment, c'est malheureux pour le pays, mais pour les Algériens et les Algériennes, comment vous analysez cette situation? Alger la Blanche reste dans le subconscient de l'Algérien, la capitale de l'Algérie. Mais ce classement ne veut rien dire. Il n'a aucune signification pour une raison très simple, parce que le dynamisme d'une ville, il est porté par une jeunesse, par des jeunes, par ses universités, par ses centres culturels, par ses centres, par les débats, par les animations, par les théâtres, par le côté culturel, par le côté économique, par le côté social. Et aussi c'est un classement justement alors qui veut dire beaucoup de choses. Justement. Non, ce classement ne veut rien dire, parce que moi je peux vous sortir une autre étude qui a été faite en 2023, une étude allemande qui est apolitique, qui s'appelle Stiftung Institute, qui a sorti une étude sur la situation de la jeunesse algérienne. C'est quoi? Pour moi, la jeunesse algérienne, ce pays-là, quand je dis âgé, j'essaie d'extrapoler un peu l'Algérie, parce que il y a un déficit, il y a une inégalité territoriale et qui creuse ce qu'on appelle des dimensions intergénérationnelles. Pour moi, le côté politique, il y a une crise de confiance entre le régime, entre le pouvoir et la société, et le peuple, déjà. Donc, ce fossé ne cesse de se dégrader. Il va crescendo de façon exponentielle. Donc, ça veut dire que la rupture, non seulement la rupture, elle est consommée, elle est consommée entre le peuple et le régime. Sur le côté économique, c'est une précarité vraiment galopante. Le revenu national faible, l'inflation élevée, le prix des éléments de base élevé, la consommation intérieure, elle ne cesse de se dégrader, il n'y a pas de demande, aucun investissement, aucun étranger ne souhaite investir en Algérie. À Alger, vous me dites, hormis quelques hôtels, Sofitel et compagnie, mais est-ce que Alger est une ville touristique sur le plan de destination? Oui et non. Non, je dis que non, parce que les chiffres le montrent. Sur le plan économique, il y a 70% de la jeunesse algérienne, entre 16 et 30 ans, 80% vivent chez leurs parents. Il faut dire les choses, 80% vivent chez leurs parents. De 15 à 24 ans, ils ne savent pas c'est quoi une salle de cinéma. Comment vous voulez ouvrir cette jeunesse? Mais alors, dites-moi, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce classement? L'Algérie est dernière. C'est une des pires villes du monde. Non, je suis d'accord avec le classement. Non, mais je veux dire c'est-à-dire, je suis pas d'accord avec je suis d'accord avec le classement, mais sur les critères, il fallait que ce classement aille jusqu'au bout. Moi, j'ai mon propre classement. Toi, Chaban et nous, Algériens, nous avons notre propre classement. Nous avons nos propres critères, comment classer notre pays. Je suis tout à fait d'accord avec le classement parce
parce que peut-être sur 2 ou 3 critères, mais j'aurais souhaité que ce classement, c'est-à-dire aborde tous les points pour pouvoir définir que c'est une ville qui ne cesse de se dégrader et que le climat n'est pas bon. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez la stabilité, le niveau de criminalité et de conflit. On en parlait encore il y a quelques temps dans les stades, c'est toute une série. Vous avez les soins de santé, la disponibilité et la qualité. Quand on voit les hôpitaux en Algérie, on parle même pas de disponibilité de médicaments, c'est juste l'anarchie à l'intérieur et je sais de quoi je parle. Vous avez les facteurs environnementaux. On aurait pu d'ailleurs ce soir, on en a des images, on aurait pu les diffuser, des images où ça tourne sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça pousse comme des champignons et c'est malheureux. Vous avez le climat, la corruption, c'est classé aussi, le sport, la culture, l'éducation, les accessibilités, la qualité des établissements, malheureusement, le constat à chaque rentrée. Et puis les transports, vous avez aussi ce critère d'infrastructure, notamment en termes de logement et de transport. Là, pareil, on a des images qu'on nous envoie assez dramatiques sur. Vous avez tout de même des critères assez complètes. Oui, tout à fait. Mais moi, j'aurais aimé en fait aborder sur les 3 axes: l'axe politique, l'axe socio-économique et l'axe, je veux dire, loisirs et compagnie. C'est ça. Donc, le classement par rapport à la criminalité, il y a des villes qui sont beaucoup plus criminalisées que d'autres. Ce qu'il faut insister, c'est que c'est une défaillance de la gestion de l'État sur le plan politique et sur le plan économique. Et c'est ça. Donc, moi, c'est-à-dire, j'aurais aimé que le classement de l'Algérie tout entière, parce que à Alger, il y a des jeunes qui peuvent accéder à certains emplois. Quand vous allez dans le rural, Chaban, il y a une inégalité terrible sur le plan à l'accession à la ressource, aussi bien en termes de travail, en termes de tous les critères sociaux qui définissent une ville convenable, il fait bon vivre. Donc, ce classement, je suis d'accord avec le classement, mais on aurait aimé qu'ils abordent le plus important, la précarité et sur le plan économique. Une jeunesse complètement à la ramasse. Il faut Alors, savoir, c'est un classement. Je vais vous redonner la parole, effectivement, mais il y a d'autres classements là-dessus. C'est un classement sur le bon vivre aussi des Algériens et des Algériennes et aussi sur les étrangers qui ont envie de vivre donc dans ce pays notamment, entre autres. Les premiers, c'est l'Autriche, donc avec Vienne, Copenhague au Danemark, vous avez Zurich en Suisse, Calgary au Canada et Vancouver au Canada. Omar Ait Mortar, rebonsoir, bienvenue une nouvelle fois. Vous connaissez le pays, bien évidemment, vous êtes à Paris aujourd'hui, vous vivez en Algérie aussi. Un mot sur ce classement, cette dégringolade, et puis encore une fois, malheureusement, voilà, c'est récurrent, hein, c'est régulier sur plusieurs classements. Et un mot aussi sur le déni du pouvoir algérien qui n'a pas envie à un moment donné d'assumer sa responsabilité. Il ne l'assumera pas, et évidemment, dans un pays où la presse est bâillonnée, les gens ne peuvent pas parler. Vous savez, si vous regardez comment la crise d'eau à Tiaret, comment elle est traitée, il a fallu, vous savez, pendant près d'1 mois, aucune goutte d'eau dans les robinets, les gens, il s'agit de la dignité humaine, ils ne peuvent pas se laver, il y a des malades, il y a des personnes âgées, des enfants, on ne peut pas laver son linge, on pue. Donc ils sont sortis, donc il y avait des émeutes. Mais là, le Wali, il sort, il dit, voilà, le barrage est asséché, il faut comprendre. Je suis certain, vous savez, le cadre algérien a peur. Je suis certain qu'il y a des notes des services des eaux, de la direction des eaux de la Ouliya de Tiaret. Je suis sûr que le Wali a alerté le ministre, mais comme l'Algérie est gérée par la présidence comme une alimentation générale, il fallait engager des frais, bien sûr, pour mettre en place une solution de rechange. Donc, voilà comment fonctionne ce pays. Et je suis certain, il y a pire que Tiaret. Ils ont peur, les gens ont peur. Là, on est dans une crise multidimensionnelle qui n'a pas changé. L'Algérie n'a pas construit un État. On a construit un pouvoir avec son appareil répressif. On bâillonne la presse, et si tu parles, tu vas en tôle. Hassan El-Qadri, Radio M, Liberté, il faut l'arrêter, tout ça. Donc, voilà ce qui se passe en Algérie. Qu'est-ce qui protège c'est de l'informel.
Omar El Mortal, Oui. qu'est-ce qui protège On peut revenir sur le constat et il est malheureux. On parle de l'eau, il n'y a pas que Tiaret. À Alger, au sein de la capitale, il y a des citernes en plastique sur les façades. Les images, malheureusement, font mal, qui sont diffusées. Mais qu'est-ce qui protège le fait qu'un pouvoir ou un régime comme l'Algérie soit tout le temps dans le déni? C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas Non, mais effectivement, de voix contradictoires, que le pouvoir il y a, n'a pas assumé, il n'a pas à répondre devant ses responsabilités. Un homme politique doit répondre, ou une femme doit répondre de ses responsabilités. tu as posé une question, il n'y a pas de justice, il y a une injustice, une justice de téléphone. Donc, un journal. Vous savez, quand la presse est bâillonnée, donc les journalistes ne peuvent pas faire d'enquête, ne sont pas libres, ils savent, ils connaissent les choses, s'ils parlent et seront convoqués par la police, donc ils ne parlent pas. Il faut que ça arrive jusqu'au sommet comme ça, les gens explosent, la cocotte minute explose comme à Tiaret, comme d'autres villes, il y a des choses cachées qu'on ne voit pas, il y a des morts, on ne le dit pas, comme ce jeune homme qui est mort devant le consulat d'Alicante. Aucun journal algérien ne l'a dit, mais c'est malheureux, pour un passeport, il meurt. Donc, les gens ont peur, il y a une chape de plomb. Et les cadres algériens sont terrorisés. Il y a des gens qui savent faire, je t'assure qu'il y a des gens compétents dans les ministères, dans les wilayas, mais ils ont peur de parler, ils sont entourés de médiocres, bien sûr recrutés par piston et tout ça. Et leurs chefs sont incompétents parce qu'ils sont recrutés par le téléphone. Donc, ils font des notes. Les chefs ne savent pas ce que c'est. Je suis certain, si vous analysez ce qui s'est passé à Tiaret, c'est le barrage est asséché, il ne s'est pas asséché en 24 heures. Je suis sûr que les responsables du barrage, les services des eaux de la wilaya, ils ont remonté. Le Wali lui-même, le pauvre Wali, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit au ministre, le ministre de tutelle, sûrement il en a parlé, mais au Premier ministre et ainsi de suite. Il fallait engager des frais, ils s'en foutent parce que les choses, les gens, c'est la débrouille en Algérie, les gens se débrouillent malgré tout, ils sont à l'aide et tout ça, voilà ce qui sauve l'Algérie. Totalement, la situation est catastrophique. Et on a construit un pouvoir avec son appareil répressif. La gendarmerie, elle est bien structurée. La police aussi, l'armée aussi. Ça, évidemment. Avec quoi? Avec l'argent des hydrocarbures, on ne crée pas de richesse. C'est le gaz et le pétrole. C'est ça notre malédiction. Et quand tu vois une élection, à 2 mois d'une élection, il n'y a pas de débat. À quoi ça? Moi, si j'ai annoncé ma candidature, c'est pour pouvoir en débattre, pour pouvoir faire un bilan. Où est-ce qu'il est ce pays? Où est-ce qu'il va? C'est quoi les ouvertures qu'on peut avoir? Donc, j'ai vu qu'il n'y a aucun débat, comme c'était le cas pendant comment on appelle ça, la Constitution. J'étais à Alger, je voulais participer à des débats. Il n'y avait pas de débat. Voilà, c'est tout. J'ai lu une fois, à la dernière minute, cette mouture, mais je n'ai pas participé au débat. Ce n'est pas la faute de chercher. J'ai vu même des constitutionnalistes qui ont participé quelquefois à la rédaction, mais il m'a dit il n'y a pas de débat. Alors c'était la Constitution, par définition, elle émane du peuple. C'est le peuple qui décide de mettre les lois de vivre ensemble en place, alors que c'est le pouvoir qui les met. Et puis quand on vote, tu votes ou tu ne votes pas, on passe. Donc voilà ce qui se passe dans ce pays. Donc cette élection doit régler justement ce problème structurel et politique, alors qu'on règle un problème de succession. Est-ce que Tebboune est candidat? Est-ce que Tebboune va se présenter? C'est un faux pays. Donc il n'y a pas de république, c'est un pouvoir, c'est une mafiocratie. Restez avec nous. Omar El Mortal, je reviens à vous. Ilyas Djebali, il y a dans ces critères la stabilité, qui dit stabilité dit aussi sécurité, donc dit justice. C'est aussi un pouvoir qui, on le voit, avec des élections, il y a tout de même des choses qui sont annoncées. On peut répondre à ces gens qui voient ces images. Abdel Tebboune était à Tindouf, à Khenchela, accueilli en grande pompe, des images, des drones, des projets de blé au Sahara. Enfin, il y a quand même un certain nombre apparemment de réalisations, mais quand on voit ce classement, on voit quand même que c'est totalement l'inverse. Elle est importante, cette question de sécurité, cette question aussi de justice, parce qu'à la fois c'est un pouvoir qui est quand même dans le déni et qui ne répond
Jamais. Exemple, la Covid, exemple, les feux, il y a eu des morts, mais on n'a jamais vu un ministre ou un président être entendu par une chambre parlementaire, par exemple. Oui, absolument. En fait, c'est un régime. En fait, il est dans. En fait, je me permets de dire cette expression. Il a spolié, en fait. Il a tout spolié. Il a spolié la dignité du peuple algérien. Il a spolié ses ressources. Il a spolié aussi l'indépendance. Il est dans une spoliation et aussi dans un déni total, une défaillance, échec, compétence, vision. C'est une faillite totale de ce régime. Quelles sont ces réalisations? C'est-à-dire quand un président sortant veut se présenter, il donne son bilan. C'est quoi son bilan? On a un problème d'eau en Algérie, il vient de le dire M. Aït Mourtar. On a un problème de recyclage des déchets. On a un problème de précarité galopante des jeunes. J'insiste sur les jeunes parce que là, il y a 70%, le peuple algérien, il est constitué de 70% de jeunes. De 16 ans à 30 ans, 80% vivent chez leurs parents. 15% de chômage. Pour trouver un travail, il faut attendre 26 mois pour avoir les 11 000 dinars. De 15 à 24 ans, ces jeunes, malheureusement, qui sont sortis de l'école, il faut les former. Est-ce qu'ils ont été formés? Leur souci, c'est d'épargner l'argent pour des projets migratoires et la destination en Europe. Donc ce régime, il a détruit aussi le tissu social. Il n'y a pas de tourisme. On nous annonce il y a 12 millions, 13 millions, 1200 kilomètres de côtes. Aucune infrastructure touristique ne répond aux normes internationales. Quant aux infrastructures hospitalières, on a vu durant la Covid-19, c'était des mouroirs. Nos citoyens, ils arrivaient au seuil de l'hôpital et ils rendaient l'âme juste à l'entrée de l'hôpital. Alors que le président, le chef d'État, quand il parle de souveraineté nationale, quand il parle de souveraineté économique, quand il parle de production nationale, quand il parle d'autosuffisance alimentaire, vous savez, je suis désolé, Chaban, je ne sais pas s'il fait la différence entre une autosuffisance alimentaire, une production alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, on n'a pas encore atteint. Rien n'est atteint dans ce pays. Il est dans Mais qu'est-ce qu'on peut dire alors? Qu'est-ce qu'on peut dire, Lias Djebali, qu'est-ce qu'on peut dire à ces Algériens et ces Algériennes qui, tout de même, voient un président qui fait un conseil des ministres, qui donne des directives, des ordres d'urgence, de pansement, certes, qui pose une première pierre, je crois que c'était à Khenchla, si je me trompe pas. On a un président algérien qui veille des élections, effectivement, diffuse des images sur les chaînes publiques. Alors, on ne parle pas des questions qui fâchent, mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces Algériens et ces Algériennes qui voient tout de même une autre vision de la part du pouvoir et qui dit que ça bouge? On les a vus dernièrement sur l'ouverture de la saison touristique, embarqués dans des cars, à croire que c'est un moment qui relève de je ne sais quoi. Enfin, j'en souris parce qu'il y a toujours un peu du surfait en Algérie, mais qu'est-ce qu'on répond à ces Algériens, ces Algériennes qui voient ces images et ces constats du pouvoir? Moi, en tant qu'Algérien, je dis au peuple algérien, c'est pas réveillez-vous, essayez de voir la situation de notre pays. C'est à nous il n'y a pas d'autre solution. La question algéro-algérienne doit être réglée par les Algériens, aussi bien ceux de l'intérieur que ceux de l'extérieur. Il faut qu'on soit unis pour sauver ce pays. Ce pays, il va très mal. Il va très mal. Je suis pas en train de diffuser des trucs populistes sur El Mara Libya. C'est une réalité. C'est une réalité parce que tous les universitaires qui sortent des universités ne trouvent pas du travail. Il y a un problème d'inflation. Il y a des gens qui mangent une fois par jour. Il faut pas tomber malade en Algérie. Le problème, il ne faut pas tomber malade en Algérie. Si vous tombez malade en Algérie, c'est-à-dire vous risquez grave. C'est-à-dire la situation, elle est, je ne vais pas la noircir non plus, mais elle a atteint un point non-retour. Ce régime, il n'est pas porteur de solution. Ce régime, ce pouvoir, il n'est pas porteur de solution. Ce régime ne veut pas d'autre alternative. La seule alternative, c'est de la même mise, non seulement sur le peuple,
en lui ôtant sa dignité et aussi sur les ressources et sur les leviers économiques, politiques, sociaux du pays. C'est grave. On est dans un état où le peuple doit voir la situation de près. Quand il se réveille de matin, est-ce qu'il se sent à l'aise dans son pays? Est-ce que quand il va acheter un paquet de lait, est-ce que par rapport à son gagne-pain, est-ce que par rapport à son salaire, c'est possible? Est-ce que quand il va, à l'hôpital, est-ce qu'il peut se soigner sans problème? Est-ce qu'on lui a dit tel médicament, il faut l'acheter en Europe, il faut trouver un cousin, une cousine pour l'envoyer? C'est ça la réalité du pays. La réalité du pays, elle va crescendo dans le sens négatif. Mais pour moi, les élections présidentielles ne vont pas résoudre le problème algérien. Ce n'est pas une élection qui va coûter une blinde, qui va coûter une grosse somme d'argent, je ne sais pas combien de millions d'euros aux contribuables algériens et par conséquent au trésor algérien qui va résoudre le problème algérien. Le problème algérien est multidimensionnel sur tous les plans, surtout sur le plan politique. La dimension politique, elle est absente. Quant à la dimension démocratique, quasiment, elle n'a jamais vu le jour dans ce pays. Après, vous savez, il y a une succession du problème économique, du problème social, du problème environnemental, du problème aussi de l'éducation. Vous savez, ces jeunes, comment vous voulez former votre jeunesse? Comment vous voulez qu'elle soit dynamique? Comment vous voulez former une élite pour demain? On n'a pas d'élite en Algérie. L'élite diplômante, ce n'est pas une élite. Les gens qui disent celui qui est diplômé ingénieur d'une grande école et ceci, c'est pas une élite. Une élite quand tu produis, quand tu es capable de produire et apporter à ton pays, quand tu occupes un poste de responsabilité et tu penses à l'intérêt du pays. Mais regardez, tout le monde, c'est la ruée vers la mangeoire. Tout le monde a été invité par M. Tebboune pour lui préparer et pour lui valider sur le plan moral. C'est condamnable. Ils sont invités à la mangeoire pour valider un deuxième mandat qui va encore relancer le pays pour 5 ans. C'est inimaginable. Elle est où l'opposition? L'opposition, il faut qu'elle soit active, il faut qu'elle soit unie. Chaban, il faut laisser le constat. Maintenant, il faut passer à une phase d'exigence. Est-ce que nous voulons réellement changer le sort, le destin de ce pays? Eh bien, il faut le changer. On en parle dans un instant. Le constat du côté du pouvoir, c'est 82%, 80%, il y a tellement de chiffres, des zones d'ombre ont été réglées. La quasi-totalité des 54 engagements du président ont été effectués. 82% من المشاكل اللي كانت مطروحة آنذاك في مناطق الظل وتحلت بملايير الدينارات وما هيش خسارة في المواطن، ما هيش خسارة، ما نصرف على المواطن لأن مثل ما قلت هو الأساس نتاع هذه الجمهورية هذه. Voilà, ce soir, donc on revient sur ce classement, encore une fois, qui n'appartient pas à la chaîne. On prend des éléments et on essaye de mettre ça avec des éléments, des arguments, de la situation concrète sur le terrain. Et malheureusement, ils sont nombreux et vous êtes aussi nombreux à nous poser cette question. Notre but, ce n'est pas de critiquer négativement ou de dénigrer le pays, mais c'est de se poser des questions. Pourquoi les fidèles musulmans n'ont pas pu célébrer l'Aïd comme il faut cette année? Pourquoi il y a encore ces chaînes faramineuses pour des pochettes de lait, par exemple? Et les exemples sont nombreux, aussi en éducation ou encore en santé. Omar Ait Mortar, elle est importante cette période. On est le 2 juillet. Voilà, 2 juillet, 2 août, 2 septembre. À 2 mois, il y aura normalement une élection en Algérie, à moins rebondissement, peut-être que le peuple aussi sortira pour dire non, mais il y a cette vision du pouvoir, elle est importante, c'est important aussi d'y revenir. Et nous, au sein de cette chaîne, on aime revenir sur ce que propose le pouvoir, numérisation, les startups, mais effectivement, d'un côté, il faut couper Internet chaque année pendant 10 jours. Comment vous analysez aussi les dernières sorties du pouvoir, du régime algérien qui tente de faire passer ce message et de dire qu'il y a des réalisations, que le pays avance, que c'est un pays émergent, un PIB qui va aussi doubler, par exemple, un décollage économique?
Mais c'est des promesses électoralistes. On est en période électorale, mais la réalité du terrain, c'est autre chose. Vous avez parlé des hôpitaux, de l'état des hôpitaux en Algérie. Puis, les prises en charge à l'étranger. Tebboune lui-même, il soigne en Allemagne. Alors, et puis, ce qui m'a fait mal au cœur, évidemment, quand je vois des artistes, des gens connus comme Ogrout, on fait toute une fête. Le président de la République a envoyé Ogrout se soigner en France. Et dernièrement, j'ai vu Madame Rachidi, que j'aime bien, une grande comédienne, mais Tebboune a intervenu et on lui a fait toute une fête avec le Mouharrij de l'aéroport Mediouni, Sabah, le Raïs el-Jumhouri, Ba'atat soigné à l'étranger. Donc, quand il s'agit des grands artistes, c'est très bien. Et puis, les ministres et les hauts responsables se soignent et meurent à Paris, bien sûr, enfin en France. Maintenant, en Belgique, ils ont un peu peur de venir ici. Donc, c'est carrément le mépris du peuple. Et on nous parle, donc ça, tout ça, c'est des mensonges, c'est faux, malgré que nous avons de très bons médecins sous-pays, donc c'est pour ça qu'ils partent. Les médecins partent. Regardez le nombre de gens qui s'en vont, combien de médecins. Regardez, en France, il n'y a pas un hôpital où il n'y a pas maintenant au minimum 25% de chefs de service qui sont algériens, qui ont fait leurs études en Algérie, sont ici. Regardez combien de harragas en France. On fuit son pays. D'ailleurs, la phrase de Marine Le Pen, qu'avez-vous fait de votre indépendance concernant cette élection qui concerne tant l'Algérie, les élections législatives en France concernent l'Algérie à haut niveau, et puis le peuple algérien et la communauté algérienne d'ici, qu'est-ce qui va passer? Est-ce que c'est le Front National? Est-ce que je ne sais quoi? Donc, c'est un faux pays. Nous n'avons pas construit de pays. Nous avons construit un pouvoir répressif et qui continue. Donc, la démocratie, on ne peut rien faire sans réhabiliter la politique, sans donner la parole au peuple. Cette élection qui arrive, moi, j'appelle à un sursaut. Il paraît qu'il y a 31 personnes qui ont retiré leur dossier. Et puis, le pouvoir a désigné une somme colossale, 400 millions de dollars. Donc, ça donne de la pitié aux gens qui vont y aller. Tiens, je participe, je prendrai un peu de sous. Et puis, protection, justement, de cet appareil répressif. Si tu participes, c'est que tu es Tebboune. Tebboune ne s'est même pas déclaré aujourd'hui. Il va se déclarer, tiens, il veut y aller en Kabylie pour normaliser la Kabylie après les 38 condamnés à mort, après les feux de forêt, l'accusation, le Maroc, je ne sais qui, Israël, le MAC, terroristes, ce n'est pas, puis Rachid, ils ne sont pas terroristes, tout ça. Donc, Tebboune c'est les gens qui participent à cette élection. Je préfère qu'ils soutiennent Tebboune, ils disent voilà, Tebboune il est très bien, il a très bien travaillé, eh bien on lui a rajouté un mandat. Au lieu d'aller à une élection, ça sert à quoi? Je salue la décision de Sofiane Djilali qui s'est retirée, c'est pragmatique, c'est juste ce qu'il a dit. Sa première sortie, sa deuxième sortie, je le respecte. Mais j'appelle Louisa Hannoun, j'appelle les autres candidats à se retirer. Il nous faut un candidat de consensus, et j'appelle Karim Tabou, Mohsen Blabès, le RCD, que je salue. Contrairement à la secte du FFS qui participe, enfin la secte du FFS, le FFS d'Aït Ahmed, c'est terminé. Donc j'appelle est-ce qu'il y a un sursaut républicain? Est-ce qu'il y a un candidat de consensus? J'appelle Tebboune à se retirer avant qu'il ne soit trop tard. Merci. On ne veut pas casser. Donc, s'il y a un candidat de consensus, on va faire un mandat de transition, on va se dire les vérités à table, on ne va pas manifester, on ne va pas casser ce pays, on ne veut pas de mal à ce pays. Est-ce que les choses aillent bien? On sort les gens de prison, on ne peut pas aller comme ça. Merci. Et puis, il va en Kabylie avec ton Ok, Chaban, bonne chance à notre pays malgré tout. Merci Omar Aït Mortal. Voilà, donc militant politique, vous avez annoncé, vous avez retiré votre candidature. Nous allons terminer les 2 minutes qui nous restent dans quelques instants, l'édito de mon ami et confrère Jamaldine Benchenouf. Lies Djebali, voilà, on est à quelques jours maintenant de cette... Alors, cette élection, c'est vrai que c'est compliqué parce que qui dit élection, c'est un mot qui veut dire plein de choses. On pourrait faire toute une conférence là-dessus. Mais alors, voilà, est-ce que le peuple, malheureusement, est condamné à vivre dans cette médiocrité parce que il y a une difficulté, il y a des grosses difficultés en Algérie, ou alors effectivement il faudrait que le peuple mérite de vivre mieux et voilà, c'est quoi? C'est le boycott, il faut reprendre le chemin du pavé, de la rue? En fait, il faut mettre fin à cette mascarade présidentielle qui va pas, je dis, qui va pas résoudre. C'est pas le statut de président qui va résoudre les problèmes profonds que traîne notre pays depuis des décennies. Je pense qu'il faut
un gouvernement d'union nationale, une opposition pour sauver le pays. Il faut que le régime comprenne qu'il doit restituer la souveraineté au peuple parce qu'il n'a pas la légitimité démocratique et il n'a pas la légitimité populaire. On peut avoir la légitimité démocratique, mais vous n'avez pas la légitimité populaire. Il vaut mieux avoir la légitimité populaire, parce que c'est très important de redonner la parole au peuple pour qu'il vous fasse confiance ou pas. Je pense que le peuple, c'est un non-événement, en tout cas de mon point de vue, c'est un non-événement. Le 7 septembre aura lieu cette élection qui va coûter de l'argent au trésor public. Est-ce que les 3 premiers, les premiers mois après le deuxième mandat, ça va relancer l'Algérie? Non, l'Algérie elle a besoin d'un gouvernement d'union nationale, de technocrates, de compétences nationales qui ont des convictions, chacun dans son poste pour vraiment sauver le navire. L'Algérie est un navire, c'est comme le Titanic, il a été touché par des icebergs. Heureusement que ce Titanic qui s'appelle l'Algérie, il est tenu par les épaules par son peuple. Il faut trouver la solution. La solution ne doit pas passer par le 7 septembre. Si vous me dites est-ce que vous boycottez ou rejetez, je préfère le terme, je rejette ces élections. Moi, je ne suis pas pour le boycott, mais je les rejette personnellement. Voilà, ça m'engage. On y reviendra. Merci Ilyas Djebali d'avoir été avec nous et merci Omar El Mortar et merci Azdine Toumi dans quelques instants, donc l'édito de mon ami confrère Jamaldine Benchenouf. Juste derrière, c'est notre ami Jamaldine Taleb pour Al-Umr. Vous aurez le plaisir de retrouver avec ce nouveau format Mohamed Bachouch et puis Lotfi de Bolkano qui vous ouvre l'antenne avec des images sur la situation en Algérie. Merci à l'équipe technique de m'avoir accompagné tout au long de cette année. Je vous remercie aussi pour votre fidélité. J'ai passé de très bons moments tout au long de cette saison. Merci infiniment. À venir, dans les jours qui viennent, vous allez retrouver Nassar Djoudi. Prenez soin de vous et merci pour votre fidélité.